Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans ce nouvel épisode du Libre Journal de la Transmission, le premier de l'année scolaire, de l'année universitaire. Le sujet aujourd'hui est assez grave, mais nous allons essayer de vous donner des armes pour en saisir les contours et puis y répondre. Il s'agit du wokisme. Que l'on sache le définir ou non, que l'on en saisisse les contours précisément ou non, qu'on le veuille ou non, le wokisme est entré dans nos vies par la porte culturelle, par la porte universitaire, par le canal des médias, celui de l'édition, de l'école et jusqu'au cœur des entreprises. L'idéologie prend le pas sur l'analyse rationnelle, le bon sens, remplace souvent le talent dans la création artistique et littéraire. Et je peux vraiment en témoigner en littérature jeunesse, qui est mon domaine de joie, j'allais dire. Et surtout, le wokisme emprisonne les esprits comme une gangrène gagnant peu à peu tout le corps. Triste constat, mais vous savez que dans cette émission, le Libre Journal de la Transmission, nous ne nous complaisons pas dans la désespérance et qu'au contraire, fort de diagnostics les plus lucides possibles, et nos invités sont là pour nous éclairer et nous y conduire, nous cherchons des voies d'action, de résistance et d'espérance. Merveille que notre radio, notre média, Radio Courtoisie, qui permet d'approfondir les sujets en donnant du temps. Nous allons prendre ce temps aujourd'hui avec mes trois invités que je remercie infiniment d'être là. Emmanuel Hénin. Emmanuel, vous êtes professeur de littérature comparée à Sorbonne Université, auteur de Écrire la mythologie en 2016, Écrire le corps, Citadelle et Masno 2016. 2022. 2022. Ah oui, je me disais, oh là là, quel travail cette année-là. C'est une coquille. Vous avez co-dirigé, après la déconstruction, l'université au défi des idéologies. Vous étiez déjà dans ce sujet chez Odile Jacob en 2023. Et Face à l'obscurantisme woke au PUF en 2025. Et vous êtes co-auteur de l'Encyclopédie des euphémismes contemporains et autres manifestations militantes de la langue, au CERF en 2025, sous la direction de Samy Biazoni. Samy Biazoni, vous êtes aussi parmi nous, merci beaucoup. Vous êtes docteur en philosophie de l'École normale supérieure, conférencier, professeur agrégé de cours à l'ESSEC et à l'Institut Polytechnique de Paris, co-directeur de l'ouvrage Malaise dans la langue française. Vous étiez venu, on avait une émission passionnante sur l'écriture inclusive au CERF en 2022, auteur aussi du Statistiquement correct, le CERF 2023, autre émission dont je garde un excellent souvenir avec vous. Et puis vous êtes directeur du livre collectif, même forme, tous les deux, Encyclopédie des euphémismes contemporains et autres manifestations militantes de la langue. Ce titre est long, ce titre dit déjà beaucoup. Et puis, Pierre Valentin, merci beaucoup d'être là aussi. Pierre Valentin, vous êtes essayiste, auteur de Comprendre la révolution woke chez Gallimard dans la collection Le Débat en 2023. Auteur en 2021 de l'une des premières études sur le wokisme pour la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, intitulée L'idéologie woke. Et vous êtes co-auteur de l'Encyclopédie des euphémismes contemporains et autres manifestations militantes de la langue, sous la direction de Samy Biazoni. Également, vous intervenez dans le livre sous la direction d'Emmanuel Hénin. Chers amis, j'espère que vous avez bien suivi, vous avez compris. Tout cela s'entrelace, tricote pour nous, pour une meilleure connaissance de ce qu'est le wokisme, de tous les visages qu'il revêt, de tout ce qu'il imprègne. J'oublie de dire, Pierre Valentin, que vous êtes fondateur du média en ligne Transmission, mais quel beau nom, sur YouTube et bientôt 10 000 abonnés. Bravo. Bravo. Il existe depuis combien de temps ce podcast ? Ça fait un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Très passionnant. J'y renvoie aussi nos auditeurs. Alors, chers amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais voilà, définissons le wokisme, on l'entend. On le met peut-être aussi un peu à toutes les sauces. J'aimerais que ce soit vous, Pierre Valentin, qui nous donniez en premier lieu une définition à laquelle peut-être Emmanuel Hénin et Samy Biazoni vous viendrez apporter un complément. Oui, bien sûr. Il me semble que le wokisme est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d'oppression qui ont pour fonction d'invisibiliser la figure de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, religieuses, ethniques et sexuelles, par des moyens souvent invisibles, dont la langue, j'imagine qu'on en reparlera. Et le militant woke, donc, qui se considère comme étant éveillé, se donne pour mission dans la vie d'aller conscientiser, d'aller éveiller les autres.
Et la thèse que j'avais défendue dans mon ouvrage Comprendre la révolution woke était de dire que c'était une philosophie qui était une pure négation, qui n'avait pas de versant, disons, de proposition ou constructeur, mais strictement déconstructeur, ce qui impliquait que sur le plan psychologique, ce qui motivait ses adhérents était d'abord le ressentiment, que Nietzsche définissait comme quelqu'un, quelque part, conspire en vue de mon mal-être, ou est responsable de mon mal-être. Et donc, à partir de là, forcément, ça puise dans des énergies assez sombres de démolition, de déconstruction, et on voit que sur le plan de l'action, c'est des statues qui tombent plus que des statues qui sont construites. C'est des annulations, comme on dit, c'est des gens qui perdent leur emploi. Donc c'était un mouvement d'offensive négatrice, disons. Je reviens sur un mot que vous avez prononcé, celui de invisibiliser. Est-ce que lorsqu'on emploie ce mot invisibiliser, on n'est pas déjà en train d'employer les mots de la propagande woke? Oui, bien sûr. C'est un terme assez intéressant. En fait, et je trouve que d'ailleurs, en dehors même des sphères woke, on est tous un peu rentrés dans cette logique-là. Pour nous, en France, je dirais, la formule injustement marginalisée est devenue une sorte de pléonasme. C'est-à-dire qu'on estime que tout ce qui est mis en exergue, qui est présent dans les médias, serait en soi injuste, injustement mis en avant. Si je commence une phrase en disant un livre dont on parle peu, c'est a priori que je vais faire un compliment. C'est-à-dire qu'on a inversement corrélé deux choses, qui est l'excellence d'une chose et son appréciation populaire, en fait. Au même titre que on peut aimer un artiste jusqu'à ce qu'il devienne mainstream, et à ce moment-là, il faut évidemment s'en détacher. C'est-à-dire que lorsque d'autres tombent d'accord avec nous, il faudrait s'en défaire. Mais donc, oui, je pense que c'est un terme militant, parce que ça sous-entend déjà qu'il y aurait des gens qui invisibilisent, c'est-à-dire que des gens qui contrôleraient comme des marionnettistes. Il y a déjà quelque chose de complotiste, qui serait visible ou pas, et qui ont volontairement cherché à masquer, à cacher, avec toute cette épistémologie du soupçon, des choses qui devraient être donc visibilisées. Parce que la logique, c'est ce qui a été invisibilisé par le système et les dominants et le pouvoir. Nous, en militants, en dissidents, résistants, courageux, nous allons le visibiliser. Donc je pense que vous avez raison, en effet. Samy Piazzoni, que voudriez-vous ajouter à cette définition qui est déjà une excellente structure pour réfléchir? Bon, bien évidemment, j'adhère à ce qui a été dit. Alors moi, j'ai toujours une difficulté dans les définitions qui sont données par mes camarades, c'est qu'elles dissocient assez mal ce que j'appelle moi le néoprogressisme dans sa forme contemporaine, parce qu'il y a des néoprogressismes, mais le néoprogressisme contemporain occidental, en réalité, pourrait très bien entrer dans le cadre définitionnel que Pierre Valentin décrit. Donc moi, je fais une petite distinction et je dis que le wokisme, c'est la forme radicale et radicalisée. C'est celle qui considère qu'il y a la nécessité, ou en tout cas la justification, de l'action radicale au titre des idéaux qui sont défendus. La deuxième, mais ça Pierre l'a bien dit, la deuxième différence peut-être entre le néoprogressisme et le wokisme, c'est la notion d'éveil. C'est cette notion effectivement de porter une parole. Donc moi, le continuum que je fais, c'est que le néoprogressisme, c'est tout ce qui a été dit, l'anarchisme méthodologique, le primat des rapports de domination, le primat de la subjectivité, certes. Et ce qui va dissocier le néoprogressisme du wokisme, c'est l'éveil. Et cet éveil, pour qu'il puisse être transmis, cet éveil peut, voire doit, parfois, avoir recours à des formes de radicalité. Voilà, à mon sens, le wokisme tel qu'il est. Emmanuel Hénin, de votre point de vue, lorsque on doit souvent vous demander de définir le wokisme, qu'est-ce qui vous paraît essentiel? Bien sûr, l'essentiel a été dit par Pierre Valentin et complété par Samy, mais qu'est-ce que vous diriez vous aussi? Alors, je dirais peut-être deux choses. Premièrement, c'est une obsession des discriminations, et la discrimination étant forcément perçue comme négative et comme injuste, alors que c'est normal de discriminer, par exemple, entre le maître et l'élève, entre l'homme et la femme. Discriminer, à l'origine, ça veut dire discerner, distinguer, faire des distinguos logiques. Donc déjà, toute discrimination est d'emblée injuste. Ce mot est connoté très négativement. Et d'autre part, je rappellerai peut-être à nos auditeurs que c'est une idéologie qui a un peu pris le relais du marxisme essoufflé dans sa manière très manichéenne d'opposer non plus les exploitants et les exploités, mais les dominants et les dominés. C'est cette espèce de pensée binaire qui est très marquante dans le wokisme. Vous êtes obligatoirement dans un camp ou dans l'autre. Donc nous, par exemple, qui combattons le wokisme, nous sommes forcément des trumpistes, forcément d'extrême droite. Il y a deux camps. Il y a le bien, le mal, et c'est tout. Alors, trumpiste, on vous a bien qualifié de trumpiste au moment de la sortie de votre livre Face à l'obscurantisme woke au PUF. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je sais pas, j'ai envie de dire l'épopée de ce livre? Vous l'avez fait beaucoup au moment de sa sortie, et il m'intéresse aussi de savoir aujourd'hui, avec un peu de recul, le chemin qu'il a accompli. Alors, racontez-nous déjà le départ.
avant même sa sortie. Oui, avant la sortie, il faut savoir que nous faisons tous les 3 partie, avec Samy et Pierre, d'un collectif d'universitaires et d'intellectuels qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme ou d'éthique universitaire. Et nous avions fait un premier colloque en janvier 22 qui avait été très remarqué. Et déjà, nous avions essuyé des attaques très virulentes des médias avant même le colloque. Des appels à manifester, des appels à boycotter, presque des appels à effacer, mais comme ça aurait été tellement nous justifier qu'ils se sont retenus au dernier moment d'annuler le colloque. Mais toujours est-il que ça avait déjà été extrêmement violent. Et quelques années plus tard, enfin 1 an ou 2 plus tard, Paul Garapon, le directeur des PUF, nous a demandé un collectif sur le wokisme. Et il a tout validé, il a validé le titre, c'est son graphiste qui a fait la couverture, il en était ravi. Et puis voilà que 15 jours avant l'impression du livre et 1 mois avant sa sortie, je crois que c'était le 10 mars, par voie de presse, nous apprenons que la sortie est suspendue. Alors Libération ayant titré « Les PUF suspendent la parution d'un livre anti-woke aux obsessions trumpistes ». Et puis un deuxième article du Nouvel Obs. Et quelques heures plus tard, un message de Paul Garapon disant « Ah oui, c'est pas le moment parce que ce sont les annonces de Trump des coupes dans le budget des universités américaines. » Et c'est vrai qu'il a fait ça extrêmement violemment. Bon, on n'y revient pas. Toujours est-il qu'on apprend que le vendredi précédent, 3 jours avant, Patrick Boucheron avait prononcé un anathème au Collège de France contre notre livre et contre les PUF, en nous traitant justement de Trumpiste lui aussi. Et puis, un peu plus tard, nous apprenons que l'éditeur avait été travaillé au corps par un certain nombre de journalistes, un certain nombre d'auteurs de la maison des PUF, pour que ce livre ne voie pas le jour. Et finalement, il a retardé jusqu'au dernier moment avant de se défiler. Et puis, devant la bronca que ça a causé, devant finalement l'indignation générale, parce qu'on est passé sur beaucoup de médias, ce qui nous a fait évidemment beaucoup de publicité, eh bien, il a rétropédalé et il nous a quand même publié. Voilà. Et je dois dire que le livre se vend très bien grâce à ce petit scandale, cette censure, tout simplement, ce qu'il faut appeler une censure. On a vendu plus de 26 000 exemplaires et j'espère que ce n'est pas terminé. 26 000 aujourd'hui. Bravo. 26 000 et 26 voix aussi. Pas 26 000 voix, mais 26 voix. C'est ça qui est très beau, je le disais en introduction dans vos 2 ouvrages. C'est toutes ces personnes-là. J'ai l'impression qu'il y a 60 personnes dans le studio aujourd'hui parce qu'il y a toutes ces voix. Alors dites-nous, c'est vous qui les avez choisies ou je suis en train de comprendre que c'est plutôt l'éditeur des PUF qui a... Non, pas du tout. Non, l'éditeur nous a demandé un collectif et nous a laissé complètement libre. Vous l'avez constitué. Et donc, on a complètement constitué le plan. On a fait appel à spécialiste de chaque question. Voilà. Et question très large. Donc, chers auditeurs, si vous entrez dans ce livre, le mot entrée convient bien parce qu'il y a beaucoup d'entrées, tout comme l'encyclopédie des euphémismes contemporains. Vous entrez par le sujet que vous connaissez et puis convaincu que le regard a été porté intelligemment sur la discipline que vous connaissez, vous élargissez, mais elles sont très larges, littéraires, scientifiques. Moi qui ne suis pas scientifique, j'ai été passionnée de voir que... On soupçonne aussi la médecine de faire une ségrégation raciale dans le soin notamment du cancer. Enfin, je veux dire, le mot ne me revient pas. Moi, tous ces néologismes, je les imprime pas forcément. Une discrimination systémique, raciale systémique. Mais qui peut croire ça, qu'on soigne moins bien les personnes de race noire ? Qui peut croire ça, Emmanuel Hénin ? Eh bien, tout simplement les woke, parce que l'idée, c'est justement que toute différence est interprétée comme une discrimination volontaire. Et c'est ainsi qu'aux États-Unis, grosso modo, les Noirs sont plus pauvres et sont moins bien soignés parce qu'ils sont souvent moins éduqués aussi. Et donc, corrélation qui est interprétée comme du racisme. Alors, Joseph Sicolny, qui a beaucoup d'humour, parle d'effet ice cream. Qu'est-ce que c'est que cet effet ice cream ? C'est le fait qu'on a remarqué qu'en Californie, la consommation de glace connaissait un pic le jour où il y avait des attaques de requins. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez meilleur goût quand vous avez mangé une glace pour les requins ? Non, c'est simplement parce que s'il y a du soleil, on va plus se baigner et donc on mange plus de glace et donc il y a plus de requins. Et il dit que c'est la même chose. C'est pour aider à comprendre ce qui se passe. Une population qui est plus pauvre, aux États-Unis, les soins coûtent cher, a moins accès aux soins, donc se soigne moins et statistiquement meurt plus du cancer, tout simplement. Alors que l'hypothèse faite par les woke, c'est qu'un médecin, par racisme, refuserait de soigner son patient, ce qui est hallucinant. Alors là, on est à fond dans le précédent ouvrage de Samy Biazoni, le statistiquement correct.
on fait dire n'importe quoi à des chiffres. Donc, je renvoie vraiment nos auditeurs à cet excellent essai paru au CERF en 2023. Absolument. Où vous montrez tout cela, mais tous ces sophismes qu'on sort à partir des chiffres, c'est absolument hallucinant. Ma question suivante, oui, je voulais savoir aujourd'hui, comment ce livre est accueilli aujourd'hui? Est-ce que des universitaires sont venus à vous? Est-ce que des barrières sont tombées? Au contraire, peut-être d'autres se sont levées, je ne sais pas. Eh bien, alors, la situation était déjà assez figée avant, donc je dirais que ça n'a pas beaucoup bougé, ni dans le monde médiatique, ni dans le monde universitaire. Le monde médiatique est très polarisé, polarisé comme jamais, hein. On n'est pas invité sur toutes les radios, comme vous le savez, et tout le monde n'accepte pas de débattre avec nous. En revanche, ce qui a changé, à mon avis, c'est l'opinion publique, le grand public, et j'en atteste les commentaires sur Amazon. Nous avons près de 200 commentaires et qui nous disent tous ah oui, livre très utile, très documenté, j'ai compris ce que c'était que le wokisme, etc. Et donc, nous avons l'espoir au moins d'avoir ouvert les yeux à une partie de la population qui souhaitait comprendre un petit peu ce phénomène. Enfin, Et vous-même, Samy Biazoni et Pierre Valentin, la parution de vos ouvrages respectifs a-t-elle conduit à... a-t-elle amené à vous des personnes nouvelles, Samy Biazoni? Ce qui est certain, on a commencé à travailler peu ou prou au même moment les uns et les autres sur ces sujets, même s'ils nous occupent l'esprit, je pense, depuis plus longtemps. Moi, ça fait 10 ans que j'arpente les forums de certains mouvements américains pour comprendre ce phénomène émergent. Et puis, quand il est arrivé en France, il n'y avait plus qu'à cueillir le fruit de cela. C'est ainsi que j'ai écrit sur le racialisme, la montée du racialisme en 2020, avant George Floyd, parce que c'était un phénomène émergent perceptible. Alors, est-ce que des gens sont venus à moi? Oui, on voit quand même une bascule, et cette bascule, elle est de nature démocratique. On voit une lente dérive, mais positive, de beaucoup de personnes qui étaient, on va dire, assez détachées du sujet et qui désormais prennent conscience. On a des grands partis qui ne prenaient pas position, le parti du centre notamment, et désormais qui affichent très clairement leur opposition. On voit une partie du Parti socialiste revenir aussi à sa tradition républicaine et rationaliste et l'assumer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui avaient toujours pensé qu'il y avait probablement un danger, mais qui soit ne s'y étaient pas intéressés. Et puis finalement, tous les travaux qui ont été fournis ont permis de mettre sur le devant de la scène ce sujet, soit qui n'avaient pas le courage, pensant qu'ils étaient minoritaires. Désormais, la situation a évolué. Moi, c'est ce que je constate autour de moi. Il reste une frange de radicalité. Vous verrez d'ailleurs, c'est très amusant. Désormais, la France, c'est une loi de Pareto. Il y a toujours 20% des gens qui sont en désaccord avec 80% des autres, sur à peu près tous les sujets sociétaux. Il y a aussi peut-être, il y a eu du déni. D'abord, il y a eu du mensonge. Judith Butler, etc. On nous disait mais non, ça n'existe pas. Il y a d'abord eu du mensonge, du déni. Et peut-être les écailles commencent à tomber les yeux du grand public, espérons-le. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez constater, vous, Pierre Valentin, à travers votre expérience d'auteur? Oui, alors je pense que les deux mécanismes de déni auxquels j'ai été beaucoup confronté lorsque je faisais la promotion de mon ouvrage, ça avait été d'essayer de, disons, attiédir ou de minorer le fond, en disant non, dans le fond, ça n'est pas très radical, etc. Ou alors d'en minimiser l'ampleur et l'influence. C'était les deux mécanismes, soit sur le fond, soit sur l'influence. Et sans doute, l'événement qui a le plus cassé, je dirais, de front ces deux mécanismes, ça a été la séquence Claudine Gay, donc la directrice de Harvard, qui, lors d'une intervention publique face à des hommes politiques américains, expliquait que appeler au génocide des Juifs sur son campus serait condamnable, mais selon le contexte, plus ou moins, etc. Et là, pour le coup, ça a été très frappant parce que c'était le sommet de Harvard, donc en termes d'influence, on ne pouvait pas dire que c'était marginal. Et ensuite, le fond était extraordinairement radical. Et là, je pense que ça a été une séquence assez décisive pour la sortie du déni. Maintenant, moi, je terminais mon introduction de mon ouvrage en rappelant qu'il est impossible de réveiller celui qui fait semblant de dormir. Et je pense que c'est très profond là-dessus. Et je suis un petit peu moins, d'ailleurs, je dirais, élogieux et flatteur des partis du centre et de la gauche, et notamment parce que ils ont un problème démographique très évident, qui est que le centre et la jeunesse électoralement ne s'entendent pas très bien, pour rester pudique. Le centre a la pyramide des âges de la Corée du Sud. Mais en dehors de ça, quand même, dans les générations montantes, à gauche, trouver quelqu'un vraiment de gauche
vraiment jeune, vraiment allergique au wokisme, c'est quasiment mission impossible. Et donc là-dessus, je pense que le cours de l'histoire fait que ça deviendra la nouvelle idéologie de gauche majoritaire et dominante. Et je pense que dominante, en tout cas, ça commence à l'être. Majoritaire au sein de la gauche, faudra voir ce qu'il en reste dans 20 ans, évidemment, mais c'est en bonne voie aussi. Avec un travail fait dans l'esprit et le cœur de la jeunesse qui vient justement pérenniser tout cela. Samy Biazoni. Oui, je voulais ajouter un point sur les arguments qui nous étaient opposés. Alors, je signe l'entrée dans Face à l'obscurantisme woke, dite panique morale. Alors, en fait, il y a deux moments. Donc là, on est plutôt dans le deuxième moment, même si la panique morale continue à être invoquée. Au départ, on a taxé ceux qui s'inquiétaient de la montée du wokisme de panique morale. On a dit, vous êtes soumis à une panique morale. Qu'est-ce que la panique morale ? C'est le fait d'amplifier à outrance un phénomène social marginal et que cette amplification conduise à des modifications politiques, sociétales, etc. Donc vous partez d'un phénomène qui est complètement marginal, vous laissez croire que le phénomène est plus important qu'il ne l'est vraiment, et cela a un impact sur la société. Donc on nous dit, voilà, avec tout le foin que vous faites, finalement, regardez ce qui se passe, maintenant ça devient un vrai sujet, maintenant il y a des couvertures tout le temps, maintenant vous faites monter une certaine presse, etc. Ça a été l'opposition de départ. Désormais, les arguments sont un peu différents puisque ça a été relativement évincé. L'Express est anti-woke, Le Point est anti-woke, Marianne est anti-woke. Ça commence, même dans les rangs du Monde, la moitié de la rédaction est anti-woke. Alors si elle n'est pas anti-woke, elle n'est pas complètement pro-woke. Ils ont quand même publié notre tribune. Non, certes. Elle est étouffée, mais... C'est la distinction entre majoritaire et dominant, je pense qu'il est exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dominante du tout. Elle se tait pour l'instant. Mais en revanche, quand on croise un certain nombre de journalistes, je veux dire, il y a assez peu de doutes quant à leurs croyances réelles ou quant à leurs craintes vis-à-vis de ce qui se produit. Et donc, simplement, je voulais évoquer la deuxième partie de l'argumentation. Constatant qu'effectivement, dans la population générale, désormais, il y avait un anti-wokisme, ou en tout cas un rejet relativement clair et relativement acquis, donc constatant l'échec d'un point de vue démocratique, désormais, le procès qui est fait, c'est celui que tu évoquais, Emmanuel, c'est celui de l'accointance avec une idée trumpiste. Personne ne dit qu'on est trumpiste au premier chef. Aucun des membres ici n'a assisté à un meeting, n'a même discuté avec qui que ce soit. Quand même ce serait le cas, on est en démocratie, chacun aura le droit de faire ce qu'il fait. C'est un crime ou un délit par incointance. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, vous ne l'avez pas fait, mais finalement, ceux qui luttent contre le wokisme, regardez d'où ils sont, regardez d'où ils parlent. Donc ça, on voit bien un affaiblissement aussi du contre-discours, et c'est assez symptomatique de l'évolution de la prise de conscience vis-à-vis du wokisme. Très intéressant. Alors, à plusieurs reprises, vous avez parlé des États-Unis. Tout cela nous vient des États-Unis. J'ai une petite question peut-être pour entrer dans votre encyclopédie des euphémismes contemporains et autres manifestations militantes de la langue. Je voudrais savoir si tous ces barbarismes, même parfois, sont des traductions littérales ou bien est-ce que le génie français est entré là-dedans ? Je vais peut-être citer pour nos auditeurs rapidement la liste des mots que vous avez relevés et dont vous avez confié la rédaction à des auteurs différents. Nous avons antifascisme, antiracisme, antispécisme. Antispécisme avec Paul Sugy, passionnant. Appropriation culturelle. Bienveillance. Alors là, je reconnais que moi, le mot bienveillance, je l'utilise et je me sens du coup un peu idiote utile, vous voyez. Je vais sauter un petit peu. Démocratie participative avec Frédéric Rouvillois. Écriture inclusive, Xavier Laurent Salvador. Bon, ce ne sont pas les fluidités de genre. Est-ce que ça, c'est un mot c'est une traduction littérale ? Oui, gender fluid. Oui, c'est une traduction. Ouais. Ça vient essentiellement de la théorisation anglo-saxonne. J'essaye de trouver un mot qui serait venu, que nous aurions créé, nous, les Français. Non, c'est tout... Si, il y en a. Mais un concept, c'est ça qui serait plus intéressant dans la liste. Ça, c'est plus difficile. Ce qui est en soi notable, d'ailleurs, parce que bien souvent, dans la jeunesse des campus français, les termes ne sont même plus traduits désormais. Ouais, c'est ça. Le mot anglais comme le male gaze ou donc le concept du regard masculin qui serait objectifiant, etc. pour la femme, ces mots ne sont même plus traduits. Et tous, désormais, sont repris tels quels en anglais, notamment par une culture un peu des streamers, du jeu vidéo, etc., où ils reprennent les termes sans même chercher à les traduire, ce qui est par ailleurs traduit aussi une américanisation culturelle. Alors, on a quelques termes plus culturels comme judéo-christianisme, qui est pour le coup plutôt continental dans sa tradition, islamophobie aussi, d'une certaine manière. Donc, il y a quelques termes. Alors, chaque chapitre est très court.
c'est très rapide. C'est pour ça que je vous disais, chers auditeurs, vous pouvez entrer par beaucoup de portes. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, d'abord, il y a une bibliographie, donc à nous d'aller creuser si le sujet nous intéresse, si on veut trouver des armes. Et puis, il y a synonyme ou substitut recommandé. Et là, c'est parfois jubilatoire, d'ailleurs. J'ai l'impression que vos auteurs se sont bien amusés à remettre les choses à l'endroit. Il y a par exemple, quartier, synonyme ou substitut recommandé, zones urbaines ou périurbaines, ghetto, par extension de sens, substitut non générique. Voilà, donc j'aime bien ce travail sur les mots, c'est quand même ça qui nous constitue, ces mots. C'est une passion chez vous trois, c'est ça peut-être qui nous unit. C'est peut-être ça aussi qui nous rend si sensibles à cette question. Samy Biazoni, comment avez-vous vous vous êtes dit, là, il faut vraiment qu'on mette ça noir sur blanc? Absolument. En fait, il faut inscrire cet ouvrage dans une forme de continuité. Le premier ouvrage qui traitait de la langue française et de l'influence militante ou des exigences du militantisme sur la langue, c'était Malaise dans la langue française, qui était un collectif. Emmanuel y a participé. Et là, on s'intéressait à la syntaxe et à la typographie, aux formes visibles. Et finalement, il manquait quelque chose qui était la sémantique, les mots. Quelle est la materia prima du langage, finalement ce sont les mots. Et donc, cet ouvrage, c'est sous forme d'encyclopédie, critique, parfois déraisonnable, souvent raisonnée. Finalement, vient parfaire un petit peu l'édifice et dire on a traité 2 aspects importants de la langue, mais on n'aura jamais épuisé le sujet. J'ai choisi 45 termes, j'ai une liste de 300 termes. Donc, j'en appelle aux meilleurs éditeurs de Paris. Mais je resterai chez toi, Jean-François, Colosimo. Il y a de quoi faire 5 tomes. Voilà, vous êtes au cerf, vous êtes assez fidèle. Très heureux d'y être. Quand les mots se vident de leur sens ou se travestissent, parce que là, c'est souvent le cas, nous, utilisateurs, auditeurs, lecteurs, etc., comment pouvons-nous en prendre conscience? Comment avoir ce recul, vous voyez? Parce que vous essayez d'entrer dans une notion qui ne vous est pas très connue lorsque vous êtes commun des mortels. Vous adhérez, vous prenez les mots. Hein. Quelle attitude avoir, nous, de bon sens, vous voyez? C'est ça que j'aimerais que vous nous disiez. Pour les parents qui nous écoutent, les étudiants qui entrent dans les études supérieures, qui ont peut-être été protégés dans certains établissements, mais soudain qui font face à tout ça. Quelle est l'attitude? Dites-nous, Emmanuel Hénin. Je dirais ne pas perdre son bon sens, déjà. Et quand on vous dit que le sexe est un spectre, qu'il y a des hommes enceints, il ne faut pas dire « Ah bon, je ne savais pas, grande découverte ». Non, il faut dire « Non, j'ai raison, je tiens ferme dans mes bottes ». Et il faut tout simplement se cultiver, se renseigner. En fait, ce qu'on a beaucoup montré face à l'obscurantisme woke, et je pense une des choses qui a le plus hérissé nos ennemis, finalement, c'est que tout ça se nourrit d'une immense ignorance. Et que moins on est à la fois une ignorance et puis aussi une déconnexion du réel. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais c'est à quel point le wokisme a fait un bond, en tout cas en France, au moment du Covid. Et pour moi, c'est vraiment lié au fait que les gens étaient sur leurs écrans, complètement déconnectés, tout devenait irréel, on pouvait leur faire gober n'importe quoi. J'ai l'impression que... l'agriculteur, pour prendre une caricature, de 1950, il n'aurait pas eu l'idée que le sexe n'existait pas, qu'il vélait ses vaches tous les jours. Voilà. Ça lui serait même pas venu à l'esprit. Par contre, celui qui est l'universitaire ultra spécialisé ou ou le jeune qui passe son temps sur un écran à faire des jeux vidéo, des jeux virtuels, justement, il y a quand même une accointance entre ce délire woke et le virtuel, pour moi. Donc, s'appuyer sur ses certitudes, s'ancrer dans le réel, l'habitude du doute, hein, le doute, voilà, comme dit... S'informer par divers canaux et non pas simplement le service public, par exemple. Et qu'est-ce que vous ajouteriez, Pierre Valentin? Le lien sur le virtuel est très juste dans la mesure où c'est le prolongement d'une idée moderne et sans doute sa radicalisation qui est l'auto-engendrement de soi. Alors notamment sur la partie fluidité de genre, donc, qui était mon entrée dans l'ouvrage de Samy Biazoni. Il y a cette idée qu'on peut se customiser comme on customiserait un personnage de jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on ne change pas simplement sa couleur de cheveux, etc., mais son sexe. Et donc je pense que là-dessus, ça n'est peut-être pas étonnant qu'aux États-Unis, le pays du self-made man soit également devenu celui du self-made woman, où en fait on peut devenir ce qu'on n'est pas, on peut s'autoconstruire, faire un récit de sa vie,
Et dans le fond, la proximité idéologique entre ce monde-là et celui du centre, qui à bien des égards est celui du réseau social LinkedIn, pour ceux qui connaissent, n'est pas si éloigné. C'est-à-dire que c'est quand même cette idée du fluctuant, du fluide, du mouvant, du progressisme un peu d'ambiance, quoi. Et je pense que là-dessus, la porosité entre le numérique et le constructivisme fait une sorte de pont entre ces différents univers. Pourquoi vous citez particulièrement LinkedIn? Alors, LinkedIn, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent, mais Je pense, oui, définissez-le. c'est un réseau social qui a pour particularité notamment que les gens ne sont quasiment jamais sous pseudonymat. C'est-à-dire qu'ils ont leur vrai visage. Souvent, ils ont leur CV accroché. Et c'est intéressant parce que du coup, ça permet de faire une expérience sociale en temps réel qui est que se passerait-il s'il y avait l'abolition du pseudonymat. Alors, c'est un débat vaste, hein, mais en tout cas, ça a notamment pour effet de lisser complètement et d'aseptiser les discours où justement le mot bienveillance est absolument omniprésent. Le mot disruption, c'est intéressant. On a tellement, je dirais, intégré l'idée de la transgression issue notamment de mai 68 que du coup, le centriste aujourd'hui, c'est celui qui, lorsqu'il fait un ouvrage de campagne pour séduire les retraités, doit s'intituler Révolution. C'est quand même un espèce de rapport où le centre, la norme, c'est désormais la transgression et du coup, on comprend par extension que la continuité et la tradition sont des espèces de notions un peu marginales et extrémistes et donc quelque part disruptives. Et je m'inquiète là-dessus et je profite de cette antenne pour en parler. Des critiques qui ont été faites de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques où, dans le fond, à droite, ce qui lui était reproché, c'est de ne pas être réellement transgressif. Le message, c'était de dire, dans le fond, ils se sont pris... aux catholiques et non pas à l'islam, c'est pas très courageux. S'ils avaient été vraiment transgressifs, sous-entendu, il faudrait être transgressif pour réussir, il aurait fallu s'en prendre. C'est-à-dire que implicitement avec cette critique, c'est que être transgressif est devenu bien en soi, et je pense que c'est une logique dissidente qui rend tout le monde crétin à terme. Ouais, c'est intéressant comme point de vue, Emmanuel Juste Hénin. un mot, le mot disruption est un anglicisme que Emmanuel Macron a acclimaté. Hein. Avant lui, ça n'existait pas en français. On fait attention ici, là, autour de cette table, dans ce studio, à employer le moins d'anglicisme possible et de moins d'expressions anglaises. Donc, je vous le signale. Non, mais maintenant, c'est dans le dictionnaire, mais grâce à lui. Et, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point, Samy ? Alors, deux points très rapides sur l'influence de la période Covid. Ce qui est intéressant, et je sais, Pierre, que tu es assez sensible, moi aussi je m'amuse beaucoup à suivre l'évolution de la diffusion des termes via Google Ngram, qui est un outil disponible pour tous. En fait, Google Ngram, c'est très simple. L'entreprise Google a scanné toutes les ressources et a numérisé à peu près toutes les ressources écrites qui existent sur Terre, pour faire les choses simples, pour dire les choses simplement, jusqu'à et des corpus très intéressants du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc on est capable de suivre la fréquence relative des mots dans le corpus général. Donc il y a plein de biais à ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en revanche, donc je me suis amusé à le faire sur presque tous les termes en fait, de l'encyclopédie. Et alors, on trouve une inflexion quand même plutôt autour de entre 2010 et 2015. Et ensuite, une accélération qu'on qualifie d'exponentielle, c'est-à-dire extrêmement rapide, sans à-coup majeur. C'est-à-dire que la période Covid, elle a servi plutôt à l'acceptation psychologique des phénomènes. En revanche, les phénomènes étaient enclenchés. Ils étaient enclenchés par quoi ? Par une bascule, notamment sur les campus, dans les milieux universitaires, par la consolidation d'un certain nombre de revues qui n'existaient pas ou qui étaient beaucoup plus marginales, et par un certain nombre d'autres phénomènes qui sont un sujet différent. Et ça, c'est assez fascinant de l'identifier. Donc, on a un phénomène qui a quand même une maturation plutôt ancienne, très anglo-saxonne, que je daterais, moi, plutôt entre 2010 et 2015. Deuxième point, sur cette influence du wokisme. Alors, je suis un des seuls à le défendre, mais je crois qu'on est plusieurs à le penser. Moi, je pense qu'on assiste à une grande répétition générale de la crainte du transhumanisme. En réalité, ce que tu appelles customisation, mais comme nous sommes sur Radio Courtoisie, parlons de personnalisation ou d'hyper-personnalisation, puisqu'il s'agit de cela, c'est une répétition de ce que la technologie pourrait permettre bientôt. En fait, les sociétés ont besoin d'exorciser leur crainte implicite. Personne, aujourd'hui, ou très peu, finalement, commence à ressentir une crainte réelle quant au transhumanisme. Mais beaucoup le devraient. On s'approche véritablement. Il suffit de. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on a. Et c'est pas simplement le wokisme, c'est pas simplement l'inclusivisme qui fait qu'on a une importance de plus en plus marquée du sport du handicap, du handisport, parce que c'est déjà la préparation de. Si des gens sont équipés biologiquement différents, comment, ensemble, on partage des activités ? Comment on établit des hiérarchies ? Et en fait,
l'individu naturel pressent que quelque chose se joue. On le sent sur les questions de la bioéthique, par exemple. L'euthanasie, les débats qu'il y a eu sur les débats dits de la fin de vie, mais il s'agit d'euthanasie, c'est une préfiguration des débats transhumanistes. C'est pour ça qu'on les mène maintenant, c'est pas un hasard. Et en fait, il y a une forme de convergence, et le wokisme est le substrat de cela. Une fois que le wokisme a tout théorisé. C'est-à-dire, c'est très simple. Quelle serait la philosophie du transhumanisme? La philosophie woke, il suffit, le manuel est écrit, il n'y a plus qu'à l'appliquer. À ceci près, je suis globalement parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit. Là où je nuancerais, c'est que dans l'eugénisme transhumaniste, il y a quelque chose de plus ancien qui n'est pas le culte de la faiblesse du wokisme, mais le culte de la force. Et je pense que ça, c'est une ligne de fracture où, avec, je dirais, l'affaissement de l'influence, pas simplement, disons, théologique, mais plus largement culturelle du christianisme, on perd l'essence du message chrétien qui, me semble-t-il, ressemblait quelque chose à éloge de la force au service des plus faibles. Et ce message se scinde en deux, avec d'un côté l'éloge de la faiblesse en tant que telle et l'éloge de la force en tant que telle. Et il n'y a plus aucun lien. C'est-à-dire que la force ne charrie plus aucune responsabilité vis-à-vis de la veuve et de l'orphelin, pour faire simple. Et la faiblesse devient quelque chose qu'il faudrait cultiver en soi. Et c'est-à-dire que pour prendre un peu la parabole de la brebis égarée, dans le contexte pré-chrétien, il y a une brebis qui s'égare, ça devient le bouc émissaire en fait. C'est-à-dire qu'on va l'accuser des mauvaises récoltes d'il y a 10 ans, etc. Et on va aller la poignarder et la mettre à mort pour ressouder la communauté. Et dans le format post-chrétien, on va commencer à dire, mais qui êtes-vous pour dire que cette brebis est égarée? Ne sommes-nous pas tous des brebis égarées? Et on va dissoudre le troupeau pour ne pas offenser la brebis, etc. Et la ligne de crête, justement, c'était de dire, le chef du troupeau va accepter de laisser de côté la communauté, donc la norme, la tradition, temporairement, pour essayer de réincorporer dans la norme et la tradition l'exception et ne pas la persécuter. Et je trouve que avec à la fois le transhumanisme et le wokisme, on a les deux jambes un peu schizophréniques de notre culture qui marchent de concert de façon assez étonnante. Et en effet, les deux sont liés par le numérique et le constructivisme du tout est possible. Intéressant. Merci beaucoup, Pierre Valentin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Comprendre la révolution woke chez Gallimard et vous êtes co-auteur de Face à l'obscurantisme woke sous la direction d'Emmanuel Hénin, qui est aussi dans notre studio, et Encyclopédie des euphémismes contemporains sous la direction de Samy Biazoni, également dans notre studio. Merci à tous les trois. J'ai une question pour vous, Samy Biazoni, au sujet donc de ces mots. Dans votre introduction, enfin surtout au sujet de l'idée, vous dites que le wokisme conduit la personne à penser contre elle-même, le locuteur à penser contre lui-même, par ce dévoiement de la langue fondé sur la culpabilisation. C'est ce qu'on a déjà dit. Ça m'a vraiment intéressé, ça. Penser contre soi-même. Alors, en fait, c'est surtout ces euphémismes contemporains que l'on attelle au phénomène woke qui nous conduisent ou qui nous contraignent à penser contre nous-mêmes. C'est ça. J'entends souvent, et mon poil se hérisse quand j'entends Pierre, parce que Pierre est un de ceux qui observent le mieux et le plus souvent, par rapport à nous, je pense, les débats anglo-saxons. Et donc, je sens que parfois tu es imprégné même de ces termes, ce qui me pose beaucoup de difficultés. J'emploie jamais invisibilisation, même pour critiquer le terme, même pour le discuter. Je ne dis pas écriture inclusive, mais écriture dite inclusive. J'ai mis à distance ces termes. Et vous le mentionniez au départ. Quelle est la meilleure prophylaxie vis-à-vis de ce qui se joue d'un point de vue sémantique? C'est de ne pas utiliser une langue qui est impropre. Ouais. Donc c'est déjà, effectivement, Emmanuel le disait vraiment, de comprendre, d'analyser, de saisir les enjeux, c'est l'objet de tous ces ouvrages. Et puis ensuite, c'est de mettre à distance ces termes. Si on les utilise, on les rend normaux, voire on leur donne une forme de crédibilité. Si on dénie le fait qu'il y ait de l'appropriation culturelle comme concept, on n'emploie pas à tort et à travers appropriation culturelle. C'est la dite appropriation culturelle. Alors, il faut savoir mettre à distance les termes de manière à les confiner. Ça, c'est extrêmement important parce qu'ils ont été conçus pour nous faire dire ce que l'on ne pense pas. Lorsqu'on dit « je suis contre », et j'ouvre, mon introduction dit cela. Si je dis « je suis contre l'antifascisme » ou les mouvements antifascistes, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est contre l'antifascisme? Qui est pour le fascisme? Absolument personne en France. Si vous dites « je suis contre l'écriture inclusive », mais qui serait contre une écriture qui inclut? Absolument personne en France. Je suis contre l'éducation bienveillante. Mais quels parents seraient malveillants? Quelle école serait malveillante? Ça n'a pas de sens. Donc la seule manière de procéder, c'est de ne pas utiliser ces termes.
Et vous-même, Emmanuel Hénin, vous êtes professeur de littérature comparée à la Sorbonne. Vous rencontrez beaucoup de jeunes qui sont déjà pétris, imprégnés. Quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce que vous essayez d'abord, que constatez-vous et quelle défense vous pouvez leur donner? Alors, fort heureusement, j'ai pas trop dans les copies, pas trop de ces termes et bah, quand j'en ai, je les recadre et par exemple, quand j'ai la question, alors c'est vrai que Shakespeare était raciste? Je réponds: «Mais je fais de la philologie, pas de l'idéologie» et donc j'invite simplement à lire Shakespeare, à lire la complexité. Déjà, il y a une chose évidente, c'est que les étudiants, mais pas seulement eux, aussi beaucoup de chercheurs, confirmés, ont tendance à confondre le discours d'un personnage fictif avec le discours de l'auteur, ce qui est déjà absurde. C'est pas parce qu'il y a un personnage antisémite Ça, c'est un que glissement. Shakespeare ou Marlowe est antisémite. Ça fait partie des glissements aussi qui sont incroyablement pernicieux. Et je pense que, bon, pour l'instant, j'ai la chance qu'ils m'écoutent et me respectent, voilà, et aussi qu'ils ne sont pas encore imprégnés à ce point. En revanche, ils sont très ignorants. Voilà, ça c'est Alors, vrai. justement, Pierre Valentin. sur ça, Ouais. l'intellectuel britannique Douglas Murray donnait un exemple assez amusant avec Kant, où quelqu'un, à la fin d'une conférence qu'il avait donnée sur Kant, est allé le voir en disant: Mais est-ce que vous saviez que Kant avait prononcé le mot en N? Et à ce moment-là, et surtout qu'il avait vraiment donné le mot, donc Nigger, et il a dit: Bah, pour le coup, c'est vraiment impossible qu'il ait prononcé comme ça, parce que même à l'époque, on ne le prononçait pas comme ça. Et donc, Murray, à ce moment-là, se pose la question de savoir, mais quelle était l'intention, qu'est-ce qui est derrière ce geste? Il dit quelque chose de très fin, qui est que fondamentalement, l'étudiant en face de lui avait deux choix. L'un des deux, c'est d'aller barboter dans Métaphysique des mœurs et d'essayer de se faire de la philosophie allemande extraordinairement mal écrite, il faut le dire, et longue, avec des phrases qui s'étalent sur 2 pages. Ou alors, simplement d'étiqueter Kant comme étant un raciste, qui, permet de justifier son inculture, et deux, permet de la sublimer, de la transcender en vertu. Et donc je m'étais amusé dans l'ouvrage à parler d'inculture du narcissisme, en reprenant donc la formule de Christopher Lasch, qui avait écrit un ouvrage fantastique en 79, La culture du narcissisme, où fondamentalement, il faut que les grands classiques comme Shakespeare ou Kant me donnent raison, ou alors je les annule. C'est-à-dire que je peux sacraliser Shakespeare lorsque j'explique, il y a un ouvrage qui défend cette thèse, qu'il était en fait pro-transgenrisme avant l'heure, parce que dans As You Like It, il y a des personnages qui se déguisent. À ce moment-là, Shakespeare est absolument génial, car il est aussi génial que moi, il pense comme moi, ce qui est formidable. Ou alors je l'annule. C'est-à-dire que le moi, le sujet, doit une relation au monde extérieur qui est soit d'absorber, soit d'annuler, fondamentalement. Et donc je pense que c'est ça le même sujet dans le fait de traiter de raciste tous ces auteurs qu'on n'a pas envie de lire. Samy Biazoni. Ce qui est a fortiori intéressant lorsque un élève profère une phrase comme, alors un élève ou même un militant, Kant est raciste, c'est qu'en fait, c'est un double anachronisme. C'est un double anachronisme parce que la notion de racisme n'est pas du tout la même. Donc quand bien même il aurait été raciste selon la conception du racisme de l'époque, qui est encore déjà un sujet en tant que tel, il ne peut pas être raciste dans la définition contemporaine, qui est inscrite dans un certain nombre de travaux qui n'existaient même pas à l'époque, post-constructivistes, déconstructionnistes. Donc en fait, les glissements sémantiques disqualifient l'anachronisme technique, c'est-à-dire, en fait, pour le dire en des termes plus simples, un des marqueurs, dans le complément définitionnel au wokisme du livre, je sais donner des critères pour identifier le wokisme, une grille de lecture très simple. Si vous avez un doute, appliquez les 5 critères, mais c'est peu ou prou ce qu'avait dit Pierre. Et l'un est l'anachronisme méthodologique, c'est-à-dire la revendication de dire, finalement, je peux qualifier avec des termes d'aujourd'hui des réalités passées et vice-versa. Et ça, c'est parfaitement impossible quand les termes ne sont pas stables. Et donc, on a un phénomène de double anachronisme. On est à un tel niveau d'absurdité conceptuelle que finalement, j'ai l'impression que l'un annule l'autre et que ça ne gêne pas grand monde. Mais il faut bien comprendre ce qu'il se joue. C'est pour ça que c'est intéressant d'analyser ces termes qui sont des termes qui ont connu des glissements sémantiques, parce que ce sont les plus faciles à combattre quelque part. Et pourtant, je voudrais dire quand même qu'une université anglaise a consacré 800 000 euros à des études qui prouvent que Shakespeare est raciste. Voilà. Et justement, la question suivante portait sur le wokisme dans le monde. Les 3 experts que vous êtes et qui s'intéressent au grand mouvement sur la planète, au mouvement d'idées, pouvez-vous nous dire, à nous, auditeurs de Radio Courtoisie,
Ce que vous constatez, y a-t-il des continents qui sont plus touchés que d'autres? Enfin, je pense plutôt moins touchés que d'autres. Dites-nous, en Asie, etc. Moi, ça m'intéresse, je ne sais pas ça. Pierre Valentin, peut-être? Alors, en réflexion en continent, je trouve que ça n'est pas évident. Ce que je dirais, c'est qu'il y a un clivage assez prononcé entre les zones historiquement protestantes ou anglo-protestantes et les zones historiquement chrétiennes. Et après, ensuite, Catholique, tu veux dire. oui, pardon, catholique, c'est ça, un réflexe de catholique de dire ça. Je dirais d'abord, il y a des continents qui sont très peu touchés, voire pas touchés du tout. On songe à l'Afrique, par exemple. L'Asie, globalement, est très, très épargnée. Et après, ensuite, on rentre dans la zone chrétienne au sens large, dans laquelle j'inclus évidemment les protestants, et ensuite un clivage entre protestants et catholiques. Et les cultures historiquement protestantes sont beaucoup plus marquées par le wokisme. Et j'y vois, alors déjà on peut les citer, États-Unis, Canada, un Canada très impressionnant, Royaume-Uni également, et c'est des nations qui, en fait, dans le protestantisme, alors il y a des protestantismes qui se fragmentent indéfiniment, mais là aussi c'est déjà un point commun avec l'acronyme LGBT qui ne cesse d'ajouter des dénominations, si je puis dire. Et par-dessus ça, vu que le collectif est en quelque sorte moins important, la seule façon de tenir l'individu, c'est par la culpabilité individuelle. Et tant que vous êtes encore dans un schéma protestant et non pas post-protestant, c'est dans un schéma où il y a une vraie croyance au Christ en tant que personne humaine, etc., eh bien, vous pouvez encore être sauvé. Il y a encore la rédemption par la figure du Christ. Mais lorsque vous passez du cultuel au culturel, c'est-à-dire que lorsque vous perdez le Christ en chemin, vous n'avez plus que la culpabilité sans rédemption. Et donc, vous avez un glissement vers le privilège blanc, vers le racisme systémique et des notions de culpabilité inhérentes à l'individu, qui évidemment sont un dévoiement de la pensée chrétienne, au même titre que une confession publique, sur le strict sens théologique, est une antinomie. C'est-à-dire qu'une confession, c'est caché au fond d'une église avec un prêtre. Et la confession publique devient en quelque sorte sa propre récompense, pour reprendre la formule biblique qui condamnait ceux qui jeûnaient en montrant qu'ils jeûnaient, qui montraient qu'ils souffraient, qui est une sorte de signalement de vertu avant l'heure. Et donc, en tout cas, je pense que ce clivage-là est assez pertinent, à de rares exceptions près, et explique les différences de réaction selon les nations, en tout cas mondiales. Quelque chose à ajouter ou bien ce que je voudrais... oui, Samy Biazoni? Peut-être très brièvement. Ouais. Ensuite, dans ces aires, alors, je dirais, elles ont en commun les aires qui ont été décrites, culturelles et politiques. Deux choses, effectivement, l'héritage chrétien, indubitablement, pour toutes les raisons que tu as très bien évoquées, et la démocratie. C'est aussi une condition parce que, en fait, le vecteur de diffusion de ces terminologies, de ces concepts, c'est la norme sociale, et cette norme sociale co-construite. Donc, il faut finalement un substrat, un bassin démocratique ouvert d'expression de la libre pensée pour que ça puisse s'installer. C'est plus difficile dans un cadre qui peut être chrétien, mais qui est un peu plus totalitaire ou dictatorial. La Russie est relativement épargnée du fait de son système politique en partie, et d'autres pays le sont également. Donc, je pense, c'est double condition. Et à l'intérieur de ces aires civilisationnelles, donc disons occidentales, judéo-chrétiennes, ou chrétiennes, il y a une différence assez intéressante entre les pays qui ont connu la colonisation ou pas, dans le rapport à la colonisation, et le versant étant le rapport ou pas à la préexistence de populations sur les territoires. Je pense notamment au Canada, je pense notamment à l'Australie, lorsque vous avez eu des populations aborigènes et que votre histoire s'est construite factuellement sur une domination et sur une éradication. Là, il n'y a pas de doute. En fait, ça a été beaucoup plus simple d'accepter une radicalité, puisqu'il y avait une radicalité princeps. Et donc, les débats se situent sur je trouve, avec des rythmes et des exigences un peu différentes. Donc, on peut trouver aussi des subtilités liées à ces faits historiques. Je vais donner un petit exemple. Tu parlais de l'acronyme LGBT, donc LGBTQIA+. Lorsque les pays ont eu des populations aborigènes, on utilise 2S LGBTQIA+. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il y avait quelque chose qui était encore plus important que finalement les pratiques sexuelles ou l'identité sexuelle, qui était finalement celle des ancêtres, ce qu'on appelle les natifs, les premiers peuples. 2S disant Two Spirit, puisque c'est une forme de sexualité des premiers peuples. Donc on voit ce primat dans la forme même des mots, dans la valeur des choses. Ce qui fait que les débats sont un petit peu différents, mais effectivement, ce qui est dit est parfaitement juste.
Dans votre ouvrage, Emmanuel Hénin, face à l'obscurantisme woke, plusieurs auteurs, par des biais différents qui sont complémentaires, rapprochent wokisme et islam. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais que vous nous expliquiez. Voilà, expliquez-nous en quoi le wokisme fait le jeu d'un islam radical. Alors, c'est complètement contre-intuitif, a priori, Ouais. puisque, effectivement, dans les pays qui sont régis par la charia, les minorités ne sont pas très bienvenues. Et c'est un euphémisme, en particulier les minorités sexuelles. Mais il se trouve que les islamistes, notamment les frères musulmans, utilisent le wokisme depuis, en gros, les années 80 et de façon de plus en plus visible ces 2 dernières décennies, comme le point de faiblesse de l'Occident, finalement, pour le retourner, la culpabilité occidentale, contre elle-même. Donc, au lieu de faire des attentats style Salman Rushdie dans les années 80, ou de brûler des livres, eh bien, ils se sont emparés du langage décolonial et progressiste. Et c'est ainsi qu'ils se plaignent de discrimination, qu'ils ont des revendications identitaires, et surtout, ils ont créé eux-mêmes le terme d'islamophobie, pour culpabiliser toute critique de l'islam de quelque ordre que ce soit, et même parfois le simple examen du texte. Par exemple, Rémi Brague a été traité d'islamophobe. Voilà, le simple examen des textes. Et donc, ils se disent discriminés, assiégés, victimes. Al Jazeera parle un langage woke, parle de justice sociale, LGBT, féminisme, ce qui est complètement aberrant. Et je voudrais vous donner quelques exemples, notamment là où le lobby, le lobby islamiste marque beaucoup de points, c'est à l'Union européenne. Ils ont beaucoup d'écoute et on a beaucoup parlé notamment du projet de Coran européen qui a été doté de 10 millions d'euros. On peut aussi parler pour prouver quoi ? Pour prouver que l'Europe ne s'était pas construite sur des bases judéo-chrétiennes, mais largement islamiques. Et une partie des promoteurs de ce projet sont proches des frères musulmans. Vous avez la descendante du fondateur du groupe, etc. Donc c'est quand même très, très sulfureux comme projet. Et puis, on a aussi la FEMISO, le Forum européen des organisations musulmanes de jeunes et d'étudiants, dirigé par les frères musulmans, très richement doté par l'Union européenne, qui lutte contre l'islamophobie liée au genre, c'est-à-dire, je cite leurs propres mots, la discrimination intersectionnelle dont souffrent les femmes et les filles musulmanes, fondée sur l'ethnicité, la religion et le genre. Alors, ça m'amuse pas mal de voir des musulmans qui se plaignent que les femmes soient discriminées par les non-musulmans. Voilà. Dans votre ouvrage, Sami Biazoni, Encyclopédie des euphémismes contemporains, vous avez confié le terme islamophobie à Samuel Mayol. Est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs un petit peu le contenu de son approche, ce terme islamophobie, dont vous nous dites, Emmanuel Hénin, qu'il a été construit par les frères musulmans? Alors, effectivement, ce terme est singulier parce que c'est un terme très englobant. C'est ce que Emmanuel expliquait. En fait, c'est un terme qui a une telle puissance de généricité qu'il englobe absolument tout discours. Donc la critique étant une sous-catégorie du discours. Tout discours critique positive ou négative, mais proféré en dehors de l'islam sur l'islam. C'est ça. Donc c'est la disqualification ex ante de toute possibilité discursive vis-à-vis de l'islam, de cette religion ou de ses pratiquants. C'est très compliqué parce que c'est un peu comme l'extension à l'extrême de la notion de viol. Le viol était très bien qualifié en droit, insuffisamment traité, bien évidemment, mais il avait une définition relativement stable. Dans beaucoup de pays occidentaux, on a étendu ça sur des terrains qui étaient connexes, c'est-à-dire sur des agressions sexuelles, sa portée juridique, si bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de viol, on caractérise des faits et des processus de victimisation très différents. Donc ça devient, paradoxalement, en voulant faire le bien, on traite moins bien les victimes. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que finalement, si on veut avoir un discours équilibré, raisonnable, de co-construction avec l'islam en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne, il est impossible de le faire, puisque l'islamophobie recouvre à peu près tout, à partir du moment où vous parlez en dehors de l'islam. Cette fameuse binarité qui a été évoquée. Vous savez, les bolcheviks, après la Révolution, donc après 1917, se sont attaqués, alors ils ne sont pas attaqués stricto sensu, mais ils ont remanié le langage. Et effectivement, ils ont restructuré une partie du langage autour de binarités extrêmement simples. Vous êtes l'ami du peuple, vous êtes l'ennemi du peuple. Et donc,
Il y a eu d'ailleurs des travaux assez intéressants en linguistique sur ces analyses de binarité. Là, c'est la même chose. Mais imaginez-vous un terme aussi consistant, aussi large qu'islamophobie. Finalement, quel est l'en dehors de ce terme-là? Il englobe tout et donc il peut être utilisé à tous les escients. Donc voilà une des difficultés de ce terme dont parle Samuel Mayol. Alors, comment peut-on expliquer que des féministes acharnées, hein, au sens marxiste, hein, c'est ce qu'on se disait au départ, hein, vraiment lutte des sexes, aient une complaisance pour l'islamisme? En fait, moi, ce sont des choses que je sens, que je perçois dans les écrits, etc., mais je ne peux pas l'expliquer. Pierre Valentin, vous pouvez nous aider? C'est sûr que c'est assez mystérieux. Moi, je pense que fondamentalement, l'unité est de nature négative. C'est-à-dire que c'est l'unité de l'ennemi. Et c'est là que le logiciel woke arrive à trouver, je dirais, des alliances objectives avec l'islamisme plus largement, qui est que l'ennemi hétérosexuel, ou en tout cas homme blanc, peut être perçu comme la figure qu'il faut abattre afin de mettre en place un projet politique. Et je pense que là-dessus, parce qu'évidemment, on a parlé des divergences et des contradictions, je pense que tous ceux qui nous écoutent les voient, elles sont visibles, et justement, le mystère et relève de pourquoi est-ce que ça tient. Et pourtant, ça tient. Sociologiquement, pour l'instant, ça tient. Au sens où c'est quand même des gens qui arrivent à voter pour des mêmes figures politiques. Et là-dessus, je pense notamment que c'est là où la notion d'islamophobie sert de jonction parfaite. C'est-à-dire que ça capte le logiciel woke sur la notion de phobie et de discrimination à l'égard des minorités, comme il pourrait parler d'homophobie, etc. Et en même temps, du point de vue, je dirais, de l'islam, qui n'est pas une négation comme les wokistes, c'est une affirmation brute, profonde, au sens où il y a beaucoup de normes qui régissent la loi de l'individu qui s'y soumet. Eh bien, de leur point de vue, quelqu'un qui parle d'islamophobie en tant qu'homme politique, c'est quelqu'un qui vient leur dire je ne me permettrai jamais d'avoir le moindre reproche vis-à-vis de cette communauté. Et donc il y a une espèce de jonction où chacun entend ce qui l'arrange. Et je pense qu'au vu des contradictions énormes entre ces deux sociologies, ces deux idéologies, les discours sur l'islamophobie serviront pas de seul, mais de principal point de contact idéologique. Et là-dessus, il y avait un très bon exemple qui était la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Il était dans une émission de Cyril Hanouna et il s'était retrouvé face à la journaliste du Figaro, Eugénie Bastier, qui avait commencé à essayer de l'entraîner sur le terrain du transgenrisme. Et là, il s'est retrouvé en porte-à-faux entre ces deux électorats et il a lui-même rapidement embrayé sur la question de l'islamophobie. Il a commencé par dire « Mais qu'est-ce que vous avez avec ces gens-là en parlant des transgenres ?» Enfin, une espèce de ad hominem latent, comme si Eugénie Bastier voulait leur faire du mal, alors qu'elle parlait d'un sujet idéologique et notamment des jeunes enfants mutilés. Et qu'est-ce que vous avez à faire avec ces gens-là? Et il rembraye directement sur la question de l'islamophobie, parce qu'il sait que là, il aura son terrain d'entente entre les deux électorats ou deux sociologies qu'il écoute à ce moment-là. C'est ça l'intersectionnalité, Emmanuel Hénin? Oui, alors je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que Ouais. c'est typique d'un phénomène, c'est celui des angles morts aussi. C'est-à-dire que les féministes n'ont pas bougé au moment où les femmes iraniennes se faisaient lapider ou se faisaient trucider parce qu'elles voulaient enlever leur voile. On n'a pas entendu une voix en France. Et ça, c'est quand même typique. C'est-à-dire que le racisme, l'islamophobie, la transphobie n'est que blanche, occidentale, etc. Et que de l'autre côté, il n'y a que du bien. C'est typique de cette binarité, mais aussi qui nécessite beaucoup, beaucoup d'œillères, de se mettre beaucoup d'œillères. Même chose sur l'histoire de l'esclavage, etc. Justement, oui. l'intersectionnalité, je voulais que vous nous le définissiez, Emmanuel Hénin. Dites-nous, est-ce que c'est ça? Alors, pour le coup, c'est vraiment un concept militant qu'il ne faut pas utiliser sans guillemets. Voilà. Bon, Ça, alors, c'est pardon. clair. Ça, c'est clair, mais non, il faut le nommer pour pouvoir le dénoncer, C'est ça. puisque ça postule justement une unique grille de lecture de toutes les discriminations, à nouveau avec guillemets, Ouais. c'est-à-dire que tout est domination de l'homme sur la femme, disons, on postule une analogie entre toutes ces dominations, de l'homme sur la femme, de l'hétérosexuel sur l'homosexuel, de l'homme sur la nature même, du blanc sur le noir, etc. En vertu de parents quoi sur l'enfant il y a une sorte de maximisation aussi du parent sur l'enfant, bien sûr, puisque maintenant on voit l'adultisme. Si vous demandez à votre enfant de se brosser les dents, c'est de l'oppression. Voilà.
Je vais recevoir Caroline Goldman ici et je pense qu'on va faire une émission extra autour de ce mot de bienveillance. Là, je vous promets ça, chers auditeurs de Libre Journal de la Transmission. Ça sera pour l'hiver, là, ça va nous réchauffer. On prépare ça. Samy Biazoni, vous voudriez ajouter quelque chose sur ces questions-là J'ose plus dire aucun mot. Non, alors, soyons très clairs. Je le dis, je conclus, je le répète tout le temps. Les mots sont là pour être utilisés. Il ne faut absolument pas. Le pire écueil, ce serait de censurer. Le Trumpisme fait complètement fausse route. Il supprime des mots. Il fait exactement ce que nous condamnons. Donc non, bien évidemment, si appropriation culturelle est usitée, il est usité. Il faut simplement l'utiliser dans le bon contexte et le mettre à distance. Voilà ce que je dis. Je ne dis pas de faire disparaître les mots. C'est la pire chose qui soit. Comment en démocratie voulez-vous débattre et voulez-vous convaincre et éduquer ? Donc non, et c'est pour cela qu'ils ont toute leur place ici, ils sont 4e de couverture, et je les ai pas cachés ces mots, et je les emploie simplement, je disais, et c'est pour ça que j'ai souhaité que nous proposions des formulations alternatives, de manière à ce que les gens ne se sentent pas obligés d'utiliser tout le temps ces terminologies. Il y a très souvent des mots plus précis ou moins chargés idéologiquement, donc ça c'est important de le comprendre, et quant au concept d'intersectionnalité, c'est au départ un concept juridique. On l'oublie beaucoup, mais dans la littérature, c'est un concept juridique. C'est-à-dire que dans un contexte américain de politique de discrimination positive raciale, fondée sur la race en tout cas, finalement, il y a eu un questionnement qui a porté sur les conditions particulières des individus qui cumulaient des discriminations. Et la question de point de départ, ce qui permet de comprendre ce pseudo-concept d'intersectionnalité, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on est également discriminé lorsqu'on est simplement d'une certaine couleur, une certaine ethnicité, ou en plus on est un enfant, ou en plus on est obèse, ou en plus on est... Donc lorsqu'on porte plusieurs critères de marginalité. Voilà le questionnement de départ. La réponse qu'apporte le wokisme, c'est de dire non, il y a autant de régimes de discrimination que de conjonctions de marginalité. Donc ça veut dire que vous cumulez finalement vos caractéristiques qui vous individualisent et qui font que votre vécu n'est pas tout à fait le même que celui de la personne à côté. Mais lorsque les luttes nécessitent que tout le monde raye les différences, et c'était le sujet avec l'islam, finalement, tout cela est balayé, l'intersectionnalité devient parfaitement inopérante, ce qui est d'ailleurs un des meilleurs arguments pour montrer que ce n'est pas un concept suffisamment robuste d'un point de vue intellectuel. Chers amis du Libre Journal de la Transmission sur Radio Courtoisie, vous voici au cœur de l'émission de rentrée sur le wokisme, gangrène de la pensée. Et j'ai 2 annonces à vous faire. Ce sont des antidotes, si vous voulez. Voilà, je pense que dans les moyens d'action, il y a s'ancrer dans le réel et se nourrir à des sources variées. Alors, je vous en propose une qui est picturale. C'est l'exposition de Bertrand Cumet qui a lieu à la galerie Michael Lonsdal, 30 rue de Bourgogne à Paris dans le 7e, Ut Pictora Poesis. Magnifique exposition pour un mois de septembre où on est un peu encore avec dans les yeux tout l'azur des océans et des mers peut-être qu'on aura pu approcher, et puis déjà dans l'automne, parfois un peu gris, et là vous allez sortir du gris avec Bertrand Cumet, des bleus, des mauves, des couleurs éclatantes, des verts profonds, parce que son inspiration tourne autour de la Méditerranée, notamment Toulon, et puis des paysages d'Île-de-France, notamment Versailles, de belles perspectives. C'est vraiment magnifique. Il dit qu'il s'inspire, Bertrand Cumet, des panoramiques du 19e siècle. Vous voyez, les Hubert, tout ça, des panoramiques magnifiques, des paysages qui vous font entrer dans une histoire. Et bien là, c'est tout à fait ça. Allez vous promener, Galerie Michael Lonsdal, Paris 7e. L'exposition a commencé le 9 septembre. Elle s'achève le 27 septembre. Elle est ouverte du mardi au samedi de 14 à 19h, fermée le lundi et le dimanche. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'officiel des spectacles que nous allons mettre sur la page de cette émission. Autre annonce, dans un autre genre, il s'agit du Grand Pèlerinage de l'Espérance de Don Rémy pour célébrer les 600 ans des premières apparitions de Saint-Michel à Sainte-Jeanne d'Arc. C'est une programmation très riche, très intéressante, très variée. Il y aura des conférences de Monseigneur Bruguès, du Père Lettel, du Père Augustin-Marie Aubry, qui est prieur de Chéméré-le-Roi, de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Il y aura Vénération des reliques, l'anneau de Jeanne.
Enseignement par des sœurs des béatitudes, des activités culturelles, salon du livre chrétien, chorale, théâtre johannique, pèlerinage, une marche. Voilà, c'est sur 2 jours, samedi 27 septembre, dimanche 28 septembre. Il y en a pour tous les goûts liturgiques. Vous irez sur le site qui s'appelle Saint-Michel 600 en chiffres, saintmichel600.fr et vous verrez tout cela. Je pense que c'est aussi une manière de rendre hommage à tout ce qui fait notre passé, loin de la table rase, loin de la déconstruction. Voilà, c'est notre ancrage. Grand pèlerinage de l'Espérance de Don Rémy, 27-28 septembre, Saint-Michel600.fr. Toutes les informations, vous les retrouverez sur ce site qui sera mentionné sur la page de notre émission. Notre émission, Libre Journal de la Transmission. Le wokisme, gangrène de la pensée. Je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, c'est comme ça que je le sens, de manière même très visuelle. C'est comme quelque chose qui se répand, qui finit par tous nous imprégner. On s'en aperçoit par les mots. J'aimerais assez que Pierre Valentin, vous nous disiez ce que vous développiez votre idée de fuir le mal. Fuir le mal, en quoi cela nous conduit-il à la ruine, notamment par l'absence de finalité commune. Que vous parlez du bien commun. Oui, bien sûr. La façon dont j'ai abordé donc, cette entrée dans l'ouvrage collectif pour les PUF, c'était de mettre côte à côte sans doute la philosophie politique la plus influente de la modernité, qui est le libéralisme, et la plus influente de la postmodernité, qui est le wokisme, et de voir à la fois les points de divergence et les points de convergence. Et les points de divergence, alors ils sont nombreux. Il y a pas du tout le même rapport à la neutralité. Pour les libéraux, il y a une distinction radicale entre les faits et les valeurs. Là-dessus, ils sont cohérents et modernes, on va dire. Pour les woke, ça n'existe pas, parce qu'il y a toujours le « d'où parles-tu, camarade ?» et un perspectivisme issu de Nietzsche qui radicalise cette injonction. Et il y a aussi quelques points de convergence entre les deux, et c'est le rapport au bien qui disparaît, qui est laissé à l'appréciation de chacun. Il y a une privatisation des valeurs, disons, et ça n'est plus le bien commun qui fonde la cité, comme chez Aristote, mais c'est la fuite d'un mal. Alors chez Hobbes, par exemple, c'est la peur de la guerre civile, et l'idée qu'on fuit un mal commun. Et je trouve que c'est un fil rouge instructif, parce qu'on parlait de la figure de l'ennemi. La figure de l'ennemi se met à jouer, ou du mal, un rôle de ciment fondamental. Alors, version abstraite, le racisme systémique, le patriarcat, la guerre civile chez Hobbes, ou version concrète, un individu particulier. Et là, on rentre dans le mécanisme et archaïque, évidemment, du bouc émissaire décrit par René Girard. Et donc, on est un peu rentré dans une logique qui reprend une part de notre héritage libéral et qui le radicalise dans le wokisme, qui est: dites-moi qui vous haïssez, je vous dirai qui vous êtes. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Et il me semblait que c'était quand même un point commun intéressant à interroger, et que peut-être que la sortie de cette logique-là passerait par retrouver l'exigence d'affirmation commune partagée, et d'essayer au moins de re-rentrer dans cette question-là, et de pas simplement dire vivre et laisser vivre, et de rester dans la peur d'un mal plus ou moins partagé, et de revenir, parce qu'en fait ce qui est très important, c'est que si vous avez un mal qui vous réunit, ce qui vous réunit sur le plan psychologique, c'est le ressentiment. Tandis que si vous cherchez à poursuivre un bien commun, là vous êtes mu quand même par d'autres intentions, et ça change un peu la donne. Vous voudriez ajouter quelque chose, Emmanuel Hénin, sur cette question, fuir le mal pour un bien, une sorte de... Alors, je voudrais ajouter quelque chose qui est peut-être un tout petit peu décalé, mais c'est l'idée, dans le wokisme, qui est très nette, c'est que le mal est systémique, il est en dehors. Et on a pu rapprocher cela du rousseauisme, c'est-à-dire l'idée que l'individu est bon et que c'est la société qui est nécessairement mauvaise. Et ce qui s'oppose à la vision finalement judéo-chrétienne que Solzhenitsyn rappelle en disant que chacun est traversé par le bien et le mal. Samy Biazoni. Oui, c'est une négation de tout ce qu'on sait de l'être humain, tout ce qu'on a établi sur l'être humain, de la morale chrétienne en passant par la psychanalyse. C'est une reconstruction, une énième tentative de reconstruction d'un homme nouveau, que cet homme woke, débarrassé de tout, débarrassé de l'ensemble des déterminismes, et relié effectivement par ce sentiment de ressentiment
par cette nécessité téléologique de faire disparaître ce mal, mais on ne connaît pas, et c'est là la proposition tout à fait nouvelle du wokisme, l'au-delà. Que se passera-t-il ce fameux jour où nous attendrons la fin du mal? En fait, rien, parce qu'il s'agit d'une asymptote. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Il nous reste environ 10 minutes, chers amis, pour clore cet approfondissement du wokisme. J'espère que nous vous avons donné des clés de compréhension et surtout des clés d'action. Vous voyez, rien de pire que ce qui nous tétanise comme le lapin dans les phares de la voiture. Pour ces 10 minutes, je vais vous redonner la parole à tous les trois, peut-être pour approfondir un point que nous n'avons pas abordé, parce que à travers ces deux ouvrages et le vôtre aussi, Pierre Valentin, que je n'ai pas sous les yeux, mais à travers vos différents ouvrages, il y a 1000 pistes qui se dessinent et on ne peut pas toutes les aborder. J'espère qu'on vous a donné envie de les aborder. Mais voilà, tous les trois, je vais vous redonner la parole, peut-être en commençant par vous, Emmanuel Hénin. Ainsi, vous pourrez, je crois que vous êtes pressé, nous quitter plus rapidement si vous le souhaitez. Un point que nous n'avons pas abordé là et qui pourtant mérite notre attention. Emmanuel. Un point qui vous passionne particulièrement, peut-être sur la déconstruction. Alors, la déconstruction, oui, au début, était un terme était un terme assez philosophique précis, désigné notamment chez Heidegger, la déconstruction critique des concepts. C'est un petit peu compliqué pour les auditeurs, mais en gros, c'est le geste, ça peut désigner même le geste initial de la philosophie. Socrate qui dit « mais qu'est-ce que c'est que le bien ? Qu'est-ce que l'amitié ?» etc. C'est de ne pas prendre tout pour des évidences, mais les interroger. C'est le geste critique par excellence. Et en cela, rien de mal. Et c'est devenu un véritable mantra, ou comme le dit Taguieff, une machine de guerre contre la civilisation occidentale, parce qu'il s'agit de tout déconstruire. Finalement, c'est une sorte de mot d'ordre nihiliste. Déconstruire les stéréotypes, et ça fait partie de ces espèces de slogans qu'on trouve partout. Pour la mairie de Paris, l'éducation nationale, tout. Il faut tout déconstruire. Et finalement, il reste un champ de ruines. Et donc ça, c'est vrai que c'est typiquement le terme chargé d'idéologie par excellence. Pierre Valentin, que voudriez-vous livrer à nos auditeurs? Piste de réflexion, d'action, un point qu'on n'a pas abordé qui vous paraît essentiel, allez-y. Moi, je dirais un peu en cohérence avec ce qui a été dit un peu plus tôt que il y a une importance dans le fait de mettre en exergue ce qui est beau, bon, juste et vrai, et pas simplement de rester dans un stade critique. Et je pense que c'est assez difficile lorsqu'on affronte des monstres de ne pas devenir un monstre soi-même et d'être constamment dans une logique de polarisation, de clash, etc. Je sais par exemple que dans le contexte états-unien, au moment de la défaite de Trump en 2020, les médias démocrates, disons, ou institutionnellement démocrates comme CNN, etc., ont connu une baisse d'audimat extraordinaire parce qu'ils s'étaient construits sur l'opposition à Trump. Et là, à ce moment-là, il n'y avait plus... Trump disparaissait, il a un peu disparu pendant plusieurs années avant de revenir. Et donc, ces médias se sont effondrés. Il y a eu la même chose à droite, dans des médias plus numériques américains qui ont connu une baisse très importante, très significative de leur audience au moment où Trump est revenu au pouvoir. Et donc, vous voyez, on a des structures qui se construisent par négation, par opposition à un mal. Et donc, à ce moment-là, c'est très facile numériquement d'attiser des foules, d'aller les chercher, d'aller les faire cliquer, parce qu'on sait que c'est l'indignation qui fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est la première émotion. Mais ensuite, c'est difficile de les conserver dans la durée. Et je pense qu'il y a un pari à faire, et c'est ce que j'essaye modestement de faire avec Transmission sur YouTube, justement, de mettre en exergue ce qui est beau. C'est-à-dire qu'on a reçu dernièrement Benjamin Oliven, qui nous a parlé de l'art contemporain. On a commencé évidemment par critiquer l'art contemporain et essayer de faire la généalogie de pourquoi on en est arrivé là. Et ensuite, et moi ça n'est pas mon domaine de compétence du tout, mais Benjamin Oliven nous a fait une très très belle liste de peintres français qu'il estimait devoir être mieux mis en avant, qu'il trouvait magnifiques, un bel éloge de l'art français, à quoi est-ce que ça ressemble. Il y avait une formule magnifique en disant que c'était la grâce de l'ordinaire. Et donc arriver, je dirais, justement à tenir des affirmations à l'esprit, de les mettre en exergue et de souffler sur des braises de ce qui est beau pour essayer de faire éclore d'autres incendies autrement plus préférables, disons, et au moins aussi contagieux que le ressentiment ambiant.
Benjamin Oliven, je donne le titre de son livre « L'autre art contemporain, vrais artistes et fausses valeurs » chez Grasset en 2020. C'est très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à l'art. Et ici, à Radio Courtoisie, on a Aude de Kéros qui, depuis si longtemps, nous aide à discerner aussi dans l'art contemporain ce qu'il faut garder et ce dont il faut se garder parce que c'est un art officiel, un art financier, etc. Et j'ai trouvé qu'à la sortie du livre de Benjamin, qui n'est pas, allez, je vais dire une bêtise, mais du sérail réactionnaire, si vous voulez. Il est plutôt issu du système, si l'on veut. Porter le même regard et aller aux mêmes conclusions de manière peut-être plus empirique. Oui, alors je ne me prononcerai pas sur non, moi non plus, mais d'où vient Benjamin Oliven, voilà. mais en tout cas, oui, son ouvrage est très, très fin, très nuancé, très équilibré, absolument. Très intéressant. Donc à retrouver sur votre chaîne Transmission. Voilà, nous ne sommes pas concurrents. Non, justement. Mais non, vous avez déjà bientôt 10 000 abonnés, bravo, en un an, et bravo de mener ce combat de résistance. Samy Biazoni, à vous. Alors, puisqu'il s'agit de résistance, je pense qu'il y a deux manières de résister face à un phénomène dur. On peut faire sauter des ponts, donc on peut être dans la réaction. C'est le phénomène contre-révolutionnaire, celui qui a structuré les droites depuis l'époque moderne en politique. Et puis il y a une autre possibilité. Et moi, je souhaiterais inciter vos auditeurs, que je sais attacher au beau, que je sais attacher au bien, que je sais attacher aux autres, à prendre la voie de la construction. Et même pas de la reconstruction. Ne bâtissons pas... Descartes le disait, plutôt que de bâtir sur des ruines, rasons ou construisez ailleurs. Donc, soyons fiers de ce que l'on aime. Soyons fiers des valeurs qui nous semblent les valeurs les plus positives. Ne nous excusons pas. Je pense que l'histoire donne raison en plus à ceux qui vont avoir cette attitude-là confiante, heureuse, presque joyeuse face au marasme. Je pense que la pire attitude à avoir, et c'est pour ça que il n'y a pas d'acrimonie dans ce livre. Je n'accuse personne, je n'accuse jamais personne en réalité. Les individus sont les produits de leurs époques, ils ont leur responsabilité certes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les idées, et c'est ce que je peux amener. C'est-à-dire, finalement, est-ce que nous disposons d'une alternative ? Oui. Le beau, le bien, l'homme, en dernier recours, et le respect, je pense, suffisent à rebâtir une société ou à bâtir une société plus juste, qui fera que, en creux, finalement, ces théories qui sont... des théories de la radicalité, des théories du malheur, des théories de la tristesse, des théories de l'opposition, elles disparaîtront parce que ce ne sont pas des propositions sociales enviables. Je crois que les personnes les plus à plaindre, si nous étions charitables, et nous le sommes, ce sont les personnes qui vivent dans ces milieux militants. Et on le sait. En réalité, ce n'est pas lorsque vous êtes en opposition face à ces personnes que vous souffrez le plus. C'est quand vous devez épouser ces thèses qui sont à ce point radicales qu'elles fonctionnent comme Chronos, elles dévorent toujours leurs enfants. Parce qu'on n'est jamais assez pur, parce qu'on n'est jamais allé assez loin. Donc voilà, mon dernier message peut-être en guise d'ouverture, c'est d'être les passeurs de valeurs qui ont su faire leurs preuves, sur lesquelles l'Occident s'est établi, qui ont pu faire la grandeur incontestée de notre civilisation. Et peut-être pour véritablement conclure, pardon pour ce long tunnel, la meilleure preuve de cela, c'est que ce n'est pas pour rien que l'ennemi finalement intersectionnel en dernier recours, mais finalement c'est cette proposition occidentale, qui aime le progrès et qui respecte et révère sa tradition. Voilà ce qui est conspué, voilà ce qu'il faut défendre. Merci beaucoup, Samy Biazoni. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons conversé avec Emmanuelle Hénin, qui vient de nous quitter parce qu'elle a cours. Voilà. Pierre Valentin, Samy Biazoni, encyclopédie des euphémismes contemporains et autres manipulations militantes de la langue au CERF 2025. Il vient de sortir. Face à l'obscurantisme woke, Emmanuelle Hénin, avec Xavier Laurent Salvador et Pierre Vermeuren, ont dirigé cet ouvrage collectif également. On a vu toutes les qualités de ces approches très complémentaires. Et pour finir, Pierre Valentin, je vous demanderai pourquoi, dans le livre de Samy Biazoni, Encyclopédie des euphémismes contemporains, pourquoi vous avez choisi particulièrement, vous qui connaissez si bien le monde du woke, la fluidité de genre.
Alors, c'était en discussion avec Samy, évidemment. Il y avait d'autres illustres auteurs aussi sur d'autres termes issus du wokisme. L'avantage de la fragmentation woke, c'est qu'il y a de quoi nourrir beaucoup d'auteurs dans un ouvrage collectif. Moi, ce qui m'avait intéressé particulièrement sur la fluidité de genre, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait que dans le fond, quand on affirme c'est beaucoup plus fluide, on dit c'est beaucoup mieux ainsi. Et donc on voit que la notion de fluidité est intrinsèquement améliorative, tandis qu'à l'inverse, rigidité est intrinsèquement péjorative. Et donc d'essayer d'interroger ça, et notamment ça permettait de révéler aussi une contradiction, ou plutôt une segmentation à l'œuvre au sein du wokisme entre l'hyperfluidité dans le domaine du genre et l'hyper-rigidité, en l'occurrence dans le domaine de la race, où on ne pense pas qu'il est possible qu'un homme blanc devienne un homme noir ou qu'un homme noir devienne un homme blanc, tandis que dans le domaine du genre, on pense évidemment dans le wokisme qu'un homme peut devenir une femme et vice-versa. Et on voit cette divergence d'ailleurs au traitement réservé dans ces deux camps, entre guillemets, à la figure de l'intermédiaire, à la figure de l'hybride. C'est-à-dire que le transgenre, ou l'intersexe d'ailleurs, est célébré parce que, avec sa présence, on a une exception qui permettrait de déconstruire la norme. Au même titre, quand on trouve une tribu amérindienne qui fonctionne sans chef un jour par an, on aurait déconstruit l'autorité qui apparemment serait une pure construction sociale. Donc on joue ce rôle de déconstruire l'exception par la norme dans le domaine du genre en sacralisant l'intersexe et le transgenre, tandis que dans le domaine racial, le métis, lui, n'est pas célébré en tant que figure intermédiaire, il est célébré en tant que noir, c'est-à-dire qu'il est ramené de gré ou de force dans le camp des noirs, selon la règle de une couleur de sang noir, vous ramettrez dans ce camp-là. C'est-à-dire que la figure intermédiaire, voire, disons, transgressive, qui basculerait d'un camp à un autre, n'est pas célébrée en tant que figure hybride dans le domaine racial, tandis que dans le domaine du genre, cette figure intermédiaire est sacralisée en tant que telle parce qu'elle a un potentiel déconstructeur jugé supérieur. Il nous reste encore une minute pour cette question. Quand je vous entends dire ces choses qui sont si loin du réel, vous pensez qu'on va continuer, avancer, un jour on va remettre tout cela en question ? Vous nous avez un peu répondu tout à l'heure, Samy Biazoni, en disant non, tout ça est un plan. Alors, je pense véritablement qu'il ne faut pas laisser de côté l'hypothèse selon laquelle nous aurions à faire face à une sorte de nouvelle philosophie de l'homme, une nouvelle anthropologie en préparation. Si cette hypothèse est juste, personne ne le sait, à ce moment-là, elle devrait perdurer, parce qu'à un moment ou un autre, nous aurons de nouveaux problèmes philosophiques à adresser. En revanche, si ce n'est pas le cas, je crois au reflux. Aujourd'hui, il n'y a guère que les élites intellectuelles et culturelles pour véritablement promouvoir ces idéologies. Et puis, les populations les plus jeunes. Mais les populations les plus jeunes, vous savez, je pense que vos auditeurs le savent également, elles ont toujours été extrêmement poreuses à toutes les influences idéologiques de leurs époques. Enfin, lorsque je parle écoutez, quand... Si elles sont formées, vous voyez, il y a quand même une crétinisation, hein, c'est ce que dit Emmanuel Hénin. Oui, mais c'est à l'école normale supérieure que vous avez les personnes les plus radicales. Lorsque les maoïstes les plus fervents étaient à la Sorbonne et à l'école normale supérieure, les woke les plus fervents sont à l'école normale supérieure et à la Sorbonne également. Donc, je parle véritablement de ceux qui promeuvent activement. En revanche, le gros des troupes, ceux qui adhèrent sans promouvoir, mais qui... pratique, là effectivement, il y a ces phénomènes alors crétinisation, je ne sais pas, mais en tout cas d'insuffisance de formation, de compréhension des choses. Ça, je vous rejoins sur ce point, bien sûr. Bien, chers amis, ça a été un vrai bonheur de discuter avec vous trois. Merci du temps que vous avez consacré aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci de la qualité de ces échanges, de votre hauteur de vue, de l'aide apportée pour mieux comprendre et mieux réagir. Je rends hommage à votre courage, à celui de tous ceux qui ont pris la plume dans ces ouvrages, à votre courage, Pierre Valentin, courage d'Emmanuel Hénin, qui est au cœur de la fac, vraiment souffert. C'est ça, force et courage. Je crois que c'est ce dont nous allons avoir besoin, c'est ce qu'il faut cultiver, c'est ce que je vous souhaite. Chers auditeurs, force et courage, et rendez-vous dans 4 semaines.